Bonjour à tous, merci de rejoindre Géopolis Télévision. Vous êtes dans Économie et Développement, votre programme consacré aux questions de développement et de croissance. En plein 21e siècle, nous parlons de plus en plus d'économie verte ou économie bleue. Et vous le savez aussi, la RDC se fait appeler pays solution en raison justement de ses forêts, de sa biodiversité et de ses minerais stratégiques. Mais ces forêts sont parfois la proie d'une exploitation, on va dire, sauvage, parce que les communautés doivent exploiter et derrière cette exploitation, ils gagnent de l'argent. Mais les exigences écologiques nous disent de conserver ces forêts. Mais comment maintenant conserver et gagner économiquement derrière? C'est de ça que nous allons parler avec notre invité que je m'empresse déjà de présenter. Il s'agit de Monsieur Antoine Tabou. Il est le coordonnateur national de l'African Wildlife Foundation. C'est une organisation environnementale. Bonjour Monsieur Antoine. Bonjour Monsieur Patrick. Merci de répondre à notre invitation. Merci de nous faire cet honneur-là. D'abord, d'entrée de jeu, si il vous est donné de présenter l'African Wildlife Foundation, que direz-vous pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation? Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai d'abord par dire merci à Géopolis TV pour cette énième occasion que vous nous offrez afin que nous puissions porter la voix de l'African Wildlife Foundation. Pour revenir à votre question, African Wildlife Foundation, c'est une ONG internationale des droits américains qui a été créée en 1961. Vous comprendrez que c'était juste après les indépendances de la plupart des pays africains. WWF a été lancé justement pour chercher à créer les leaders africains pour prendre les relais. Parce que beaucoup de conservateurs de l'époque qui étaient des Blancs devraient partir avec les indépendances de beaucoup de pays africains. Et WWF est donc la fille aînée des ONG de conservation en Afrique qui a commencé petit à petit à former les gens, les jeunes conservateurs. Et tout a commencé par le Wildlife College de Mweka, où on formait déjà des jeunes conservateurs avant d'être cofondateur de l'école de fond de Garoua. Parce que aujourd'hui, Garoua au Cameroun. La plupart des gens qui aujourd'hui sont en train de gérer la plupart des aires protégées en Afrique sont soit des gens qui étaient formés au collège. Voilà, c'est bien résumé, mais vous êtes spécialisé dans la conservation de la nature. Mais c'est quoi votre spécialité en tant que telle? Oui, vous comprendrez que ce qui forme notre identité, d'abord le fait de choisir seulement l'Afrique comme terre de prédilection. Et nous pensons dans notre vision que cette Afrique-là doit devoir compter sur la faune et les terres sauvages pour asseoir le développement. Vous comprendrez vite avec moi que tous les pays africains sont en train de chercher à devenir pays émergents qui à l'horizon 30, à l'horizon 2030, à l'horizon 2035. Mais ce développement-là, pour le faire, c'est qu'on va aller détruire la forêt, comme tu l'as dit à ton introduction. Et nous sommes là comme ces citoyens africains là pour dire comment s'assurer que la faune et les terres sauvages vont prospérer dans une Afrique qui se veut moderne, qui se veut développer. Développer, oui, mais tout en respectant les normes environnementales. Parce que si vous détruisez la base matérielle, et même ce développement que vous voulez, vous apportera plus de problèmes par la suite. Parce que comprenez que le développement durable a ces trois piliers, il y a l'environnemental, le social et l'économique. Tu peux aller plus vers l'économique et tu bafoues tout ce qui est environnemental, ça te donne des réflexions sur le plan social. Il faut faire en sorte que tu trouves un juste milieu entre l'environnemental, l'économique et le social pour que le développement soit effectivement durable. Voilà, vous travaillez aujourd'hui en plein 21e siècle dans un environnement où les questions économiques font peser, on va dire, une forte pression sur les forêts. Mais comment procédez-vous, par exemple, pour parler aux décideurs? Parce que c'est parfois eux qui acceptent qu'il y ait des entreprises qui viennent exploiter les forêts. C'est parfois eux qui laissent les communautés exploiter ces forêts-là. Comment vous procédez pour justement toucher et les communautés et les autorités? Oui, dans notre approche, comme j'ai dit, notre vision et notre mission, dans notre approche, nous nous basons sur trois éléments essentiels. D'abord, nous comptons sur les leaderships. Donc, nous capacitons l'homme. Nous avons une approche anthropocentrée sur l'homme. Et ces leaderships-là, c'est à tous les niveaux. Nous commençons du village, où on discute avec les communautés locales, avec les leaders communautaires, avec les chefs des villages jusqu'au niveau national, pour dire comment on peut compter sur la faune et les terres sauvages pour assurer le développement. Et AWF n'est plus cette ONG-là qui sera là à la défensive. Nous voulons nous asseoir sur la table de décision pour dire aux décideurs oui, mais comment. Je donne un exemple simple.
le pays peut prendre la décision pour construire un barrage hydroélectrique. Mais nous disons non. Ce barrage que vous voulez construire va détruire cette forêt qui est à côté. Et en détruisant la forêt, vous n'aurez plus le cycle de pluie comme avant. Donc, votre barrage n'aura pas à produire les mégawatts que vous voulez. Voilà comment nous essayons de donner le juste milieu pour que les développements que vous voulez, vous devez compter avec les conditions, comment les faire pour que ça ne puisse pas vous poser plus de problèmes par la suite. Voilà, nous sommes dans la capitale congolaise, Kinshasa, avec ses, on va dire, 15 millions, 17 millions d'habitants. Il y a une étude qui a montré que Kinshasa est en train de perdre ses forêts urbaines. Alors, c'est peut-être le poids démographique qui fait que les gens exploitent le bois de cuisson. Il y a aussi on va dire, l'urbanisation qui est en train, les gens doivent construire. Comment maintenant AWF comment faire justement, comment Kinshasa peut faire pour inverser cette tendance alors que le poids démographique, lui, ne recule pas? Oui, il faut comprendre que même si vous voyagez vers Matadi, vous allez voir que dans un rayon de plus de 100 km, il n'y a plus de forêt. Et quand vous observez, vous êtes un observateur, vous regardez les sacs de braise qu'on nous amène ici, c'est plus des petits sticks comme ça, on n'a plus des grumeaux de braise qu'on avait avant. Pour avoir comme ça, il faut que ça vienne peut-être de l'Équateur par bateau. Ça veut dire que la forêt est en train de disparaître autour de Kinshasa. Il est vrai que moi, je propose une approche à 3 étapes. À très court terme, nous devons vite penser à une agroforesterie. Nous devons chercher à la périphérie de Kinshasa, avoir des plantations d'arbres à croissance rapide, des acacias. Autour de 6 mois, vous pouvez couper pour refaire le bois de cuisson ou bien la braise. Ça, c'est à très court terme, parce que ça, c'est faisable dans 6 mois. Si vraiment il y a un programme bien réfléchi, on peut couvrir ce besoin-là en produisant le bois dans la périphérie de Kinshasa, dans un rayon de 100 mètres, 100 km. La deuxième approche pour moi, à moyen terme, il faut penser à un mix énergétique. Il y a possiblement, avec les potentiels hydroélectriques que nous avons au Congo, nous avons la capacité de produire l'électricité. Mais cette électricité-là, ça demande des moyens, ça demande des volontés politiques, ça demande que les gens puissent s'y mettre. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres moyens qu'on peut utiliser comme l'énergie solaire, la biomasse pour compenser un temps soit peu. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire la promotion, ça commence déjà à prendre un peu l'ampleur avec les gaz qu'on nous vend ça et là. Mais il faut maintenant qu'on puisse produire pour que ça soit accessible à toutes les bourses. Là, ce serait une solution à moyen terme pour voir comment combler le déficit énergétique. Mais troisièmement, il va falloir maintenant réfléchir sur les causes profondes de l'exode rural qui pour moi est la cause principale de cette démographie à Kinshasa. Comment faire en sorte que les paysans qui vivaient de l'agriculture au village puissent rester au village? Ils partent pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de routes. Il n'y a plus d'acheteurs de produits agricoles. Et avec toutes les plantations de cultures pérennes qui existaient à l'époque coloniale et peu même après l'indépendance n'existent plus. Tout ça parce que la base matérielle qui maintenait les gens, qui donnait l'emploi aux gens, qui donnait le moyen de vivre aux gens n'existe plus. Les gens viennent comme ça par aventure à Kinshasa. Ça nous fait ces booms démographiques aux conséquences que nous continuons à déplorer. Quand ils viennent à Kinshasa, peut-être qu'ils vont aller se fixer sur les lits des cours d'eau et vite vous allez voir que quand il y a des pluies et ce sont des maisons, ce sont des familles qui sont sous l'eau. Et tout ça, c'est des choses à voir à très long terme, comment commencer le développement à la base pour fixer la population à l'intérieur du pays. Déjà là, avec 17 millions, Kinshasa à lui seul peut prendre plus les 1/5 de la population congolaise. C'est déjà beaucoup par rapport à une ville. Ça devient ingérable avec le nombre. Il n'y a pas que le problème là en termes de bois, de cuisson, tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qui viennent après, les embouteillages infernales, tout ça. C'est des choses qu'il faut penser. La ville ne doit plus être une entité où chacun rêve et vivre. Il faut que chacun puisse se sentir à l'aise à Befale, à Bongandanga, à Djolu, là où il travaille, pour avoir le moyen de nourrir sa famille et bien vivre. Voilà, nous sommes en plein 21e siècle, ça doit être la 2e ou 3e fois que je le dis. Le monde et l'Afrique sont confrontés à une sorte de dilemme, parce que, bon, on dit qu'il y a la transition écologique, transition énergétique, donc il faut arrêter avec les énergies fossiles pour préserver notre environnement. Mais est-ce que l'Afrique, qui a par exemple un retard croissant, un grand retard en termes d'industrialisation, l'Afrique doit aller à l'industrialisation. Dites-nous, est-ce qu'il est possible d'avoir une économie florissante sans polluer, par exemple?
Oui, il est vrai qu'il y a des exemples existent. Hein. Beaucoup de pays le développement est-il possible oui. sans recourir à des énergies polluantes? Tout à fait, il est possible parce que, vous savez, il faut seulement voir les ressources que vous disposez. Hein. Il y a beaucoup de sources d'énergie que vous pouvez utiliser sans nécessairement aller vers les ressources, les énergies fossiles qui créent trop de problèmes en termes de COD. Il y a possibilité de recourir, comme je l'ai dit avant, à un mix énergétique. Il y a l'éolienne qu'on peut exploiter, il y a les solaires qu'on peut exploiter. Et pour avoir le potentiel hydroélectrique pour asseoir son développement. C'est que cette affirmation-là, je pense qu'on peut avoir le développement sans nécessairement recourir aux énergies fossiles. Mais tout à l'heure, vous avez expliqué, vous avez parlé de biomasse. Bon, pour les communs de mortels, les Quinois qui nous suivent bien, les Congolais, ce n'est pas forcément un thème qu'ils connaissent. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer l'énergie biomasse dont vous avez parlé tout à l'heure? Bon, vous savez, il y a des recherches qui ont démontré qu'il y a possibilité, par exemple, d'utiliser la biomasse. La biomasse, cela veut dire les matières organiques pour dégager de l'énergie à partir de cela. Il y a même des études qui ont démontré, même avec les rejets que nous avons dans nos fosses septiques, je vis une fois une expérience au Burkina Faso pour produire l'électricité sur base de cela. Il y a même aujourd'hui les tendances d'avoir les biocarburants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour produire l'électricité sans nécessairement aller aux fossiles. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais à ce jour, est-ce qu'il y a des modèles de développement, par exemple une ville ou bien un pays qui est arrivé au développement vraiment économique, mais avec seulement de l'énergie propre? Oui, je peux donner l'exemple de la Norvège, qui est 100% hydroélectrique, et peut-être l'éolienne. Il y a l'Islande, qui a fait la même chose, et tout dernièrement, tout le monde est en train d'apprécier le Costa Rica, qui fait vraiment preuve de production d'énergie vraiment propre, sans recourir à l'énergie fossile. Voilà les trois pays, il y en a beaucoup, hein, mais voilà les trois que je peux donner pour le moment. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez Géopolis Télévision et nous sommes dans Économie et Développement. Nous avons le réel plaisir de recevoir M. Antoine Tabou. Il est le coordonnateur national de l'African Wildlife Foundation. Mais on parle de l'économie et de conservation de la nature. Mais l'économie, ce n'est pas seulement ici en RDC. Voici à présent votre rubrique Économie d'ici et d'ailleurs. Éco d'ici et d'ailleurs vous propose un périple qui nous amènera d'abord au Congo-Brazzaville où la région de la Bouenza dans le sud-ouest du pays s'industrialise un peu plus. Le président Denis Sassou Nguesso vient d'officialiser la mise en service d'une distillerie à Mutila au sud de Nkayi, la 4e ville du Congo. Opérée par la société agricole de raffinage industriel du sucre, filiale du groupe français Somdia, elle transformera le résidu de sucre autrefois jeté en alcool pour l'industrie. Aux États-Unis, dès le 1er août, sera appliqué un droit de douane de 30% sur plusieurs produits agricoles sud-africains, dont les agrumes, le vin, le soja, la canne à sucre et la viande bovine. Ce produit bénéficiait jusqu'ici d'un accès préférentiel au marché américain dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA en sigle, un levier stratégique pour le producteur sud-africain, notamment se spécialiser sur le créneau des exportations saisonnières vers les États-Unis. Le secteur des agrumes, particulièrement ciblé, est important pour l'économie du pays africain. L'Europe commerce de plus en plus avec des dictatures. Une étude de la Banque centrale européenne indique que l'indice démocratique de partenaires commerciaux de l'UE se détériore encore plus vite que celui de l'ensemble du monde. Sur le papier, l'Union européenne utilise le commerce pour promouvoir la justice sociale et le respect des droits humains. Ces accords de libre-échange, par exemple, comportent des clauses le soutenant. La pratique semble pourtant aller dans le sens opposé. Selon un post de la Banque centrale européenne publié mardi 8 juillet, depuis 25 ans, les partenaires commerciaux de l'UE sont devenus de moins en moins démocratiques. Pour le prouver, deux de ces chercheurs, Claudia Marcini et Alexander Popov, ont pris l'indice de démocratie libérale calculé par l'Institut Varieties of Democracy
et l'ont pondéré avec les échanges commerciaux réalisés par les 15 pays qui étaient membres de l'Union européenne en 1985 afin de pouvoir remonter loin en arrière. Leur calcul donne un indice démocratique pondéré par le commerce européen. Terminons par cette interrogation, qu'est-ce que l'euro numérique, une nouvelle monnaie pour l'Europe? Disposera-t-on bientôt en Europe d'un nouveau moyen de paiement? Pourra-t-on bientôt faire ses courses dans le pays de la zone euro avec un portefeuille numérique? Le projet n'est pas neuf, les discussions s'intensifient et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, en fait une priorité. Retour sur ce plateau, vous venez de suivre la rubrique Éco et Développement et nous poursuivons avec notre émission avec Antoine Tabou. Antoine Tabou, il y a quelques mois, la RDC a fait part de son ambition de développer le pétrole ou bien les hydrocarbures, mais il y a eu beaucoup d'organisations internationales dans le secteur de l'environnement qui se sont opposées, mais on n'a pas beaucoup entendu l'African Wildlife Foundation. Justement, ça c'est une question qui nous a préoccupés au plus haut point parce qu'une des réserves que nous appuyons, l'ICCN, a été parmi les réserves qui se trouvent sur un bloc pétrolier. Je parle de la réserve de fonds de Lomakoyo-Kokala. Vite, quand j'ai commencé à l'entame, j'ai dit que nous avons une approche anthropocentrée. Nous construisons notre approche sur l'homme, sur les décideurs politiques, pour que toute décision que les politiques prennent doivent s'asseoir sur une base environnementale, être sûr qu'une base environnementale démontre que cette décision-là sera profitable pour la nation. Je prends l'exemple pour le bloc pétrolier. Au lieu de dire qu'il faut interdire, il y a un préalable à faire. Il faut mener des études d'impact social et environnemental. Si les études démontrent que cette exploitation-là aura un effet négatif sur la faune, sur l'environnement, sur la forêt, nous sommes parmi ceux-là qui vont dire aux décideurs politiques, dans le cas de Leading for Wildlife, que si vous prenez cette décision, voilà les conséquences que vous allez encourir. Et voilà comment nous travaillons, nous, à WWF. C'est pourquoi nous disons, la technologie a suffisamment avancé. J'ai même entendu les gens du pouvoir, les ministres dire qu'il y a possibilité d'exploiter sans détruire avec la technologie actuelle. Mais nous, comme AWF, nous sommes ces citoyens africains-là qui donnons notre approche aux décideurs politiques pour dire que menons d'abord une étude d'impact environnemental et social, voyons quelles seraient les conséquences et vous allez faire la balance pour savoir faut-il aller vers cette voie-là d'exploitation des blocs pétroliers sous les aires protégées, si oui, comment, pour limiter au maximum les impacts négatifs de l'exploitation. Voilà un peu comment nous avons eu le temps de partager notre point de vue, mais nous disons on ne peut pas crier au scandale avant d'avoir mené les études d'impact environnemental et social, être sûr que cette exploitation-là sera profitable, tant sur le plan économique, environnemental et social, pour dire une exploitation durable. Voilà, votre réaction en tant qu'AWF est un petit peu nuancée par rapport à d'autres organisations environnementales. Donc, vous comprenez lorsque la ministre de l'Environnement dit qu'on ne peut pas se priver du pain à cause justement de seulement l'environnement. Les gens meurent de faim, si vous comprenez ça? Oui, je pense que ça c'est une réponse politique. Si nous voyons techniquement, après une étude sérieuse, par une firme, par une structure fiable, d'études d'impact environnemental et social, s'il s'avérait que cette exploitation-là sera préjudiciable à l'environnement, nous allons nous liguer avec les autres ONG de conservation pour dénoncer que ça va être catastrophique pour la faune, ça va être catastrophique pour les terres sauvages. C'est cet équilibre-là que AWF cherche à maintenir, asseoir un développement qui tient compte de la faune et des terres sauvages, donc la forêt. Et si cela n'est pas possible, votre développement-là sera nul parce que les 3 piliers de développement durable, ça prend l'environnemental, l'économique et le social. Vous allez chercher à détruire l'environnement à cause de l'économie, mais pour vous amener des problèmes sociaux en termes de problèmes de santé, des problèmes ceci, tout ça, c'est que vous allez voir que vous faites un cercle vicieux, vous tournez sur place. Donc, être sûr que le développement que vous voulez faire avec l'exploitation du bloc pétrolier, ce serait un développement durable si et seulement si l'environnemental, le social et l'économique trouvent leur part. Voilà, il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines, le gouvernement a créé une aire protégée qu'on appelle
Voilà, c'est le document que vous avez, une aire protégée qu'on appelle couloir vers Kivu-Kinshasa. C'est une aire protégée, je crois, de plus de 500 000 km². Quel regard d'abord portez-vous sur cette initiative et puis cette aire protégée-là? Vous savez, l'initiative, pour moi, l'initiative est très louable, mais il y a eu quelques préalables qu'il fallait suivre avant d'arriver à ça. Mais il n'est pas tard pour rectifier les tirs. 500 000 km² avec 100 000 km² de forêts primaires et 60 000 km² de tourbières, c'est un boom en termes de marché carbone pour la RDC. Mais le préalable reste, hein, là où on a pris ces 500 000 km², c'est presque un cinquième de la RDC. Quand vous prenez 2 345 000 km², c'est presque un cinquième de la RDC qui sera constitué en aire protégée. À ce jour, il y a des titres qui se chevauchent, il y a des cultures pérennes, il y a les exploitations minières. Comment faire? Donc, il faut d'abord un préalable, une bonne cartographie, un bon zonage pour que les terres affectées à chaque utilisation soient déterminées afin qu'on dégage l'espace pour la conservation. C'est alors que, avec l'idée de l'économie verte, on exploite les mining, les minéraux ici, l'argent généré là-bas peut appuyer l'agriculture là-bas et l'argent généré par l'agriculture peut aider autre chose. C'est ce qu'on veut créer, une économie verte qui tourne, où on prend les ressources qu'il y a, bien circonscrites, limitées. Là, on va faire l'exploitation minière, mais on sait aussi qu'ici, on aura des cultures pérennes. On peut avoir l'argent des ressources minières pour appuyer la partie agriculture pérenne, pour donner du travail aux gens. Et ça aussi, ça va résoudre ces problèmes d'exode rural qui nous amènent à ces booms démographiques à Kinshasa. Les gens viennent parce qu'ils n'ont pas à faire. Mais cette idée-là est louable, mais il y a encore beaucoup de préalables à faire. Et ces préalables-là demandent une approche multidisciplinaire. Tout le monde aura son compte. Les économistes, les écologistes, les sociologues, tout le monde, les démographes, pour asseoir un programme costaud afin de pouvoir délivrer ce qu'on a comme objectif à atteindre avec ces couloirs verts. Mais l'idée est louable. Antoine Tabou, nous vous gardons encore sur ce plateau. L'émission se poursuit, mais on va faire un tour dans les kiosques à journaux pour voir ce que les journaux ont écrit sur l'économie et le développement. C'est votre rubrique Revue de presse. Ouvrons cette revue avec Actualité CD qui renseigne que la pénurie de carburant bat son plein à Butembo et Beni. Le prix du litre passe de 3 500 à 6 000 francs. Les villes de Butembo et Beni, dans la province du Nord Kivu, font face à une pénurie de carburant depuis le jeudi 3 juillet. Ce problème trouve son origine dans un désaccord entre les opérateurs économiques et la Direction générale des douanes et accises concernant une nouvelle réglementation sur la déclaration des produits pétroliers. Le prix à la douane serait passé de 5 000 $ à 11 000 $, ce que contestent les pétroliers. Actuellement, environ 60 camions-citernes en provenance d'Afrique de l'Est sont bloqués à l'entrée de Beni en raison de ce différend avec les importateurs des produits pétroliers. Cette situation a provoqué une hausse spectaculaire des prix de carburant. Par exemple, le litre d'essence qui coûtait 3 400 francs congolais est désormais vendu à 5 et 6 000 francs chez les revendeurs informels communément appelés Kadhafi. La RDC dispose des instruments de ratification des 2 accords historiques de l'OMC écrit Zumeko. La République démocratique du Congo a déposé le vendredi 11 juillet 2025 à Genève auprès de la Direction générale de l'Organisation mondiale du commerce les instruments de ratification de 2 accords ratifiés par le pays. L'annonce est faite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, à travers son compte X. Selon ce membre du gouvernement souminois, il s'agit d'un pas très important franchi par la RDC dans le but de promouvoir le commerce de ses produits. Julien Paluku se félicite de la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche et de l'accord sur la facilitation des échanges. Enfin, terminons avec Digital Congo qui titre RDC France, le renforcement de partenariats dans le secteur minier au cœur des échanges entre le ministre Kizito Pakabomba et Laurent Saint-Martin. Les ministres congolais des mines et le français du commerce extérieur ont évoqué le sujet relatif au renforcement du partenariat dans le domaine des mines entre les 2 pays.
Les ministres congolais des Mines, Kizito Pakabomba, et le Français du commerce extérieur ont échangé le lundi 7 juillet à Paris, en France, sur le renforcement de partenariat dans le secteur minier entre la RDC et la France, a annoncé un communiqué du ministère de Mines. La même source indique que cette rencontre visait à garantir un développement durable et souverain des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Retour sur ce plateau, en tout cas, nous commençons déjà à amorcer la dernière ligne droite de cette émission Économie et Développement. Nous recevrons pour vous Antoine Tabou. Il est coordonnateur national de l'African Wildlife Foundation, une organisation environnementale. Tout à l'heure, vous avez loué l'initiative de Couloir Vert Kivu Kinshasa. Vous dites qu'il faut une interdisciplinarité pour voir ça, et ça, ce qui n'a pas été fait apparemment. Est-ce que vous pensez que la RDC a des ressources humaines, des ressources même financières et tout ce qu'il faut pour justement amener ce projet à bon port? Oui, je pense que, vous savez, c'est ça l'utilité. Hein? La lutte que nous avons, c'est parce qu'aujourd'hui, la RDC, pays solution, avec son potentiel forestier, séquestre beaucoup de carbone. Mais la discussion maintenant, c'est de savoir comment canaliser ces fonds-là pour que la RDC puisse asseoir un vrai développement. C'est encore une fois l'appel aux grands bailleurs de fonds dans ces secteurs-là pour pouvoir donner le moyen à la RDC pour faire mener toutes ces études de faisabilité-là afin que les projets puissent être possibles. Vous voyez, ça, encore une fois, nous vendons le carbone. C'est vrai que là, il vend le carbone, mais il faut savoir générer l'argent pour asseoir des études, pour démontrer encore que le potentiel est là. Pour démontrer aux gens qui ont besoin de carbone, pour dire que voilà, après le couloir vert Kivu Kinshasa a encore un potentiel de séquestration de autant de gigatonnes de carbone. Et si vous donnez plus de moyens, on est capable de travailler. Et puis la question ici, c'est l'aspect de dire, quand vous regardez notre CDN, la contribution déterminée à l'échelle nationale de la RDC, qui est le document où la RDC démontre comment il va procéder pour réduire au maximum la production de CO2. Et tu vas voir que une grande partie, je pense vraiment à la partie forêt. J'arrive aujourd'hui par exemple à Bassankosso. Les communautés locales qui font l'agriculture, qui détruisent la forêt par l'agriculture, la forêt primaire pour l'agriculture. Est-ce que les communautés locales sont conscientes du fait qu'en détruisant la forêt, ils sont en train de réduire la capacité de RDC, le potentiel que nous avons? Il faut que l'information arrive. Et pour que l'information arrive, ça demande encore de l'argent pour qu'on amène, qu'on sensibilise les gens, ne serait-ce que sur la CDN de la RDC, pour que les communautés locales puissent savoir, cette forêt, c'est une manne. Ça peut m'amener beaucoup de choses, comme la ministre de l'Environnement a toujours tendance à dire, pays solution, pour que cette forêt-là apporte du pain à celui qui est là, détenteur ou bien protecteur de par la nature de cette forêt-là. La forêt doit être quelque chose qui produit de l'argent pour lui, pour qu'il sache que ses santé, c'est parce que j'ai protégé ma forêt. Et là, il va croire et il va s'engager. Voilà, du point de vue écologique et du point de vue économique, dites-nous concrètement ce que le couloir va amener, va faire bénéficier au pays. Sur le plan écologique, par exemple, vous savez, ces couloirs-là, si on fait un bon zonage, on aura des espaces dédiés pour la conservation. Et on aura des espaces où on aura vraiment... C'est vrai que ça chevauche avec certaines aires protégées déjà créées, mais il y aura des potentiels que les écologistes vont découvrir là où on n'a pas encore créé des aires protégées en termes de corridors, des couloirs, des corridors entre les aires protégées pour la connectivité. On peut en créer d'autres. Et écologiquement, vous devez savoir que la forêt que nous avons, ce n'est pas l'homme qui la plante, hein. Ce sont les animaux qui aident à la dissémination des forêts. Quand un éléphant mange ici, il va aller déposer ses crottes à 10 km, le palmier pousse, tout pousse. Ce sont les animaux qui aident à la dissémination des forêts. Si vous voulez que les forêts existent, eh bien, sur le plan écologique, nous devons veiller à garder la faune. Parce que cette faune-là, les abeilles, les oiseaux qui aident à la dissémination des forêts. Alors, une fois que vous avez des forêts, économiquement, maintenant, vous pouvez avoir un potentiel en termes de forêts primaires pour présenter aux décideurs, pour présenter au marché carbone, pour dire que, voilà, c'est comme j'avais dit avant, une forêt qui entre dans le programme RED doit être gardée. Mais si la communauté, les peuples autochtones qui sont à côté de cette forêt-là ne sont pas sensibilisés, détruisent cette forêt-là qui était déjà rentrée dans le programme, on aura du mal à avoir l'argent. Vous voyez, écologiquement, gardons la faune.
laquelle faune aide à la dissémination des forêts. Et une fois on a des forêts, donc on élargit notre potentiel en termes de séquestration de CO2 par ricochet. Si les négociations, si tout ce qui est législatif, réglementaire se met en place, eh bien cette forêt-là va maintenant apporter les pains. Mais la question maintenant, c'est de savoir comment redistribuer ces pains-là pour que les protecteurs traditionnels de la forêt puissent trouver son compte. Voilà là où on est aujourd'hui en train d'aller vers les mécanismes de paiement, de PSC, paiement pour service environnemental. Voilà, la RDC, c'est quand même, vous me reprenez si je me trompe dans les chiffres, hein, c'est quand même 150 millions d'hectares de forêts. Comment expliquer que le pays qui a un tel potentiel, qui se fait appeler pays solution, ne capte pas beaucoup d'argent en termes de marché de crédit carbone? Justement, j'avais peut-être anticipé en commençant à répondre à cette question-là. Il y a beaucoup de préalables à faire, tant sur le plan législatif que sur le plan réglementaire. Le pays doit produire des textes et des lois. Le pays doit se mettre en phase par rapport aux exigences du marché carbone. Par exemple, si on dit on doit avoir une forêt qui est dans le programme REDD, ça demande à ce que cette forêt-là soit gardée. Il ne faudra pas que demain, qu'il y ait la rébellion pour qu'on détruise cette forêt-là. Parmi les éléments aussi, c'est la sécurité et la possibilité de garder longtemps cette forêt-là pour que la forêt qui est dans le programme REDD puisse longtemps produire l'argent. Et ça nous demande, on a déjà commencé à faire quelque chose parce que la RDC a vendu beaucoup de carbone par rapport à beaucoup de pays africains, mais ce n'est pas encore par rapport à ces potentiels que nous avons de 150 millions d'hectares de forêt. Il y a encore du travail à faire sur le plan législatif, réglementaire, mais aussi sur le plan sensibilisation auprès des communautés locales, mais aussi politique en termes de sécurité, parce que avoir une forêt, par exemple aujourd'hui le parc de Virunga, on ne peut pas compter le parc de Virunga comme un parc qui peut être dans le programme parce que à cause de la présence des forces armées dedans, ça détruit le potentiel. Et être sûr que les éléments comme ça, des forces négatives comme ça, des éléments destructeurs comme ça ne viendront pas saper tout un programme que vous avez mis en place. Et tous ces éléments-là sont mis ensemble pour qu'un pays puisse réellement bénéficier des crédits carbone, peut bénéficier de la vente de carbone qu'il peut prétendre avoir. Voilà, que répondez-vous à ceux qui estiment que le Congo a un déficit de ressources humaines pour calculer avec exactitude le nombre de gigatonnes de carbone que nos forêts séquestrent. C'est ça qui pose justement le problème en termes pour capter des finances autour de marché carbone. Je pense que j'avais participé à la COP 28 quand le Congo a été co-organisateur avec l'Égypte de la COP 28, je pense, si je ne me trompe pas, 28. Et j'ai constaté que le comité scientifique, il y a eu des chercheurs congolais de l'université de Kinshasa, j'étais les noms ici, qui ont démontré qu'ils ont la capacité d'évaluer et de déterminer effectivement ce que séquestrent nos forêts. Mais scientifiquement, c'est une lutte, hein. Vous ne devez pas être sûr qu'on va vous laisser comme ça confirmer ce que vous avez les potentiels. Il y a toujours d'autres études qui vont chercher à démontrer le contraire. Mais quand vous amenez dans un débat réel, on trouve que ce qu'il a prévu, il a raison. Et regarde par exemple ce qu'Ere est en train de faire dans le Maïndombe. C'est un Congolais qui est en train de faire ses preuves. Il est en train de vendre le carbone. C'est qu'il y a du potentiel, il y a des gens qui sont capables de les faire scientifiquement ici au Congo. Voilà, il y a des gens qui sont capables de le faire scientifiquement au Congo, mais s'il y a un message particulier de l'AWF aux autorités et aux communautés, quel pourrait être ce message-là? Le message de l'AWF, c'est comme nous disons toujours, hein, je remets tout le monde dans notre mission. Nous devons s'assurer que la faune et la forêt, donc l'habitat dans lequel la faune se trouve, doivent rester tant que nous voulons prospérer, tant que nous voulons développer l'Afrique. Cela veut dire que les décideurs politiques doivent savoir toute décision prise en matière de développement doivent avoir comme soubassement une idée sur l'existence de la faune et de l'habitat qu'il ne faut pas détruire. Et aux communautés locales, savoir que eux qui sont, entre guillemets, propriétaires traditionnels de forêts, ils ont une part à jouer pour que cette forêt-là qu'ils ont puisse un jour être une manne. Tout ce qui était potentiellement puisse être réellement un fonds en termes de développement de leur entité
territoriales décentralisées, voire même leurs villages respectifs. Donc il y a un travail à faire en matière de sensibilisation, en termes de leading for wildlife, pour les autorités, les décideurs politiques. Toute décision à prendre doit tenir compte de la faune et de la forêt qu'il faut préserver pour ne pas détruire, mais aussi aux communautés locales, savoir que cette forêt-là qu'ils ont, c'est un patrimoine. Comme on dit toujours, l'élaborer de ses enfants, ils doivent se garder devant l'héritage que leur ont légué leurs parents. Un trésor est caché dedans, un trésor est caché dans la forêt. Voilà, les leaders ont beaucoup de possibilités du point de vue légal, du point de vue, on va dire, d'autres engagements, mais les communautés, est-ce qu'elles ont une marge de manœuvre, sachant que, pratiquement, hein, ces forêts-là, c'est le bois qui coupe, pour dire un terme que tout le monde va comprendre, Makala, Wakoni, ils se servent de ça. Est-ce qu'il y a une alternative pour les communautés, par exemple, dans les villages et consorts? C'est ça le rôle de la société civile environnementale, de travailler avec les communautés locales. Par exemple, il y a des projets où on vulgarise les foyers améliorés. Et parce que nous, on a eu à travailler dans la zone de Befalé avec les communautés locales. Tu travailles avec une dame qui te dit par semaine, elle coupe autant de fois le bois de chauffe. Mais vous dites, ok, on a la possibilité de t'aider à mettre avec les matériaux locaux un foyer amélioré où tu consommes, au lieu de consommer 3 paniers de fagots de bois, où tu consommes seulement un panier le mois. Et ça réduit d'abord le travail de la femme d'aller chercher le bois, mais aussi ça réduit la destruction de la forêt. Vous voyez, tout ça c'est un message qui doit être mené par la société civile locale. Nous aussi, étant de la société civile internationale, nous faisons notre part en termes de capacitation, en termes d'apport d'informations et comment les faire. Et il faudrait que cela soit relayé par la société civile environnementale à l'échelle locale, même les autorités à l'échelle locale. Les grands problèmes que nous avons, c'est de faire passer les messages auprès des autorités à l'échelle locale. Je donne un exemple simple. La loi sur la chasse demande à ce que chaque gouverneur de province prenne l'arrêté de fermeture de la forêt par rapport à une période. Mais je vous dis qu'ici au Congo, il y a des provinces qui ont fait des années sans avoir pris une seule fois l'arrêté de la fermeture des forêts. Ailleurs, là où nous travaillons, nous aidons encore. Par exemple, les gouverneurs signent, mais pour que ça arrive à 200 km, à l'ETD qui est loin à 200 km, nous aidons à reproduire et à les distribuer tout en expliquant aux communautés que le gouvernement vient de prendre un arrêté. Ça ne suffit pas de prendre l'arrêté, il faut dire aux gens pourquoi on t'interdit de faire la chasse à ces moments-ci. Parce que soit les animaux, c'est leur période de reproduction. Si vous détruisez maintenant, c'est que vous êtes en train de détruire la base de reproduction. Et s'ils comprennent, ils savent, ok, à l'époque par exemple, il y a mise bas. Tu vas une truie avec beaucoup de petits derrière. S'il faut tuer à ce moment-là, comment voulez-vous demain avoir la viande de brousse? Tout ça sont des éléments que nous disons aux communautés, mais ça demande un travail de fond, de sensibilisation, parce qu'on n'est pas partout. Et ceux qui peuvent être partout, ce sont les autorités politico-administratives locales qui peuvent, une fois ils sont convaincus de la chose, relayer l'information. Pas pour montrer les côtés négatifs, pour dire qu'on vous interdit de faire la chasse, mais dire pourquoi cette décision-là est prise, c'est pour que vous puissiez manger encore et toujours. Voilà, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez. Et la thématique est vaste en matière de conservation et développement, mais on a encore des choses à apporter. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, on va venir. Et si déjà vous, de la presse, vous pouvez comprendre, vous avez l'espace, on vous écoute, on vous parle à tout moment, mais nous, on continue à pousser par rapport à notre mission, être toujours ces citoyens africains-là, cette ONG africaine-là, qui veut s'asseoir sur la table des décisions pour dire aux décideurs politiques, oui, mais comment, non et pourquoi. Antoine Tabou, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Économie et développement, c'est ici la fin de parcours. On remercie l'équipe technique qui s'est affairée comme des beaux diables derrière les caméras pour la réussite de cette émission. On va donc se quitter avec l'espoir de se retrouver prochainement avec une autre thématique, justement dans le domaine de l'économie et du développement. À la prochaine.